Ma femme m'a lancé sa bague en hurlant de rage, je gaspille ma beauté pour quelqu'un d'aussi inutile. Je mérite mieux que ce mariage ennuyeux, a-t-elle déclaré. Je pars pour trouver un vrai homme qui compte réellement. Alors, j'ai balancé toute sa vie à la benne pendant qu'elle était sortie. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de raconter cette histoire, peut-être que cela aidera quelqu'un d'autre à traverser quelque chose de similaire. Moi, homme de 31 ans, je possède une entreprise de construction à Phoenix. J'ai commencé avec un prêt de 15 000 $ de mon père juste après le lycée. J'ai passé 5 ans à travailler 70 heures par semaine. Aujourd'hui, j'ai 12 employés, on est spécialisé dans la rénovation résidentielle haut de gamme, je gagne environ 280 000 $ par an après les dépenses. Je fais aussi de la revente de maisons en parallèle, ce qui me rapporte entre 60 et 80 000 $ par an. La maison dans laquelle je vis, je l'ai construite moi-même il y a 3 ans. 3200 pieds carrés sur 2 acres, d'une valeur d'environ 520 000 $. Pas de crédit hypothécaire, car j'ai utilisé des matériaux à prix coûtant et fait le travail moi-même. Le garage abrite ma Camaro de 1969 restaurée, mon camion de travail et ma moto. Je décris tout cela parce que c'est ce qui a attiré Jessica il y a 4 ans, lors d'un barbecue chez un ami. Elle avait 25 ans, travaillait comme coordinatrice des réseaux sociaux pour une start-up qui a fait faillite 8 mois plus tard. Blonde, sportive, avec ce look soigné façon Instagram, elle parlait tout le temps de sa marque personnelle et de construire son influence. Les signaux d'alerte étaient partout. Elle ne payait jamais rien. Quand nous avons emménagé ensemble après 6 mois, elle a quitté son emploi pour se concentrer sur sa présence en ligne. Mais elle était belle, la chimie était incroyable et j'aimais être l'homme à succès qui pouvait tout prendre en charge. Quand elle a parlé de mariage après 18 mois, j'étais prêt. J'ai dépensé 14 000 $ pour sa bague, 35 000 pour un mariage auquel sa famille n'a pas pu contribuer. C'est là que les problèmes ont commencé. Les plaintes ont d'abord été mineures. La maison était trop éloignée de la civilisation. Mon camion était embarrassant. Il fallait qu'on mange plus souvent à l'extérieur, qu'on voyage plus, qu'on améliore notre style de vie pour correspondre à notre tranche de revenus comme si elle y contribuait. Au cours de l'année passée, c'est devenu pire. Elle a rejoint une salle de sport coûteuse pour être entourée de gens à succès, a commencé à participer à des événements de réseautage pour aspirants influenceurs, parlait sans cesse d'élever notre niveau de vie. Le pire, c'était ses comparaisons avec d'autres hommes, Jake de la salle de sport qui possédait des centres de fitness, Marcus qui rénovait des maisons de luxe, Brad avec son bateau. Les hommes à succès trouvent des moyens de développer plus rapidement leurs affaires, développer mon entreprise, comme si elle comprenait quelque chose à la construction ou à l'immobilier. Il y a 3 semaines, elle a annoncé qu'on devait refinancer la maison pour des opportunités d'investissement. Quand j'ai demandé lesquelles, elle m'a montré une formation en crypto-monnaie à 8 000 $ et un mastermind féminin à 5 000. J'ai dit non. Grosse dispute. Elle m'a traité d'étroit d'esprit. Il y a 2 semaines, elle a commencé à sortir tous les vendredis et samedis avec ses copines, sauf que ses copines incluaient des hommes de sa salle de sport. Quand je lui ai posé des questions, j'étais devenu un homme contrôlant et insécure. La semaine dernière, elle est rentrée à 2 heures du matin après un dîner d'affaires avec des entrepreneurs de haut niveau. Puis 20 mardi soir. J'étais sur le canapé après avoir géré 3 chantiers, mangeant un plat à emporter puisque Jessica était sortie faire du développement commercial. Elle a fait irruption comme si elle attaquait un château. Il faut qu'on parle, pas de bonsoir, juste droit au but. Robe noire moulante que je n'avais jamais vue, talons chers. De quoi? Elle marchait comme une tigresse en cage. De cette vie étouffante de petite ville que tu as construite pour nous. Petite ville, dans la maison de 520 000 $ que j'ai bâtie de mes mains. D'où ça vient, Jess? Du fait que je réalise enfin que j'ai épousé quelqu'un qui pense petit, agit petit et veut me garder petite. Je me suis levé lentement. Pardon? J'ai 26 ans, je suis intelligente, ambitieuse et je gaspille mes plus belles années à jouer à la femme au foyer avec quelqu'un qui conduit un vieux camion de 10 ans et pense qu'avoir une seule entreprise de construction fait de lui un homme à succès. L'audace était incroyable. Ça venait de quelqu'un dont le plus grand accomplissement professionnel avait été de vendre des huiles essentielles sur Instagram pendant 3 mois. Cette entreprise de construction paie pour cette maison, ta salle de sport, ton shopping et tout le reste que tu apprécies. Et je suis censé être reconnaissante? Je suis censé me contenter d'être une simple femme au foyer de banlieue alors que je pourrais être avec des hommes qui bâtissent de vrais empires? Des empires? Oui, des empires,
des hommes qui comprennent que la vraie richesse vient d'une pensée plus grande qu'une petite entreprise et une maison de banlieue. Je voyais où cela menait. Alors, qu'est-ce que tu dis, Jessica? Elle m'a regardé avec un mépris pur. J'ai besoin d'espace pour explorer mon potentiel. J'ai besoin de me rappeler ce que c'est que d'être entouré de vrais entrepreneurs, qui pensent en millions, pas en milliers. De vrais entrepreneurs, des hommes qui comprennent l'effet de levier, l'expansion et la construction de quelque chose qui a du sens, qui n'ont pas peur de prendre des risques pour de plus grandes récompenses. J'ai failli rire. Cette femme pensait que le réseautage signifiait poster des selfies dans des restaurants chers. Et qu'apportes-tu exactement à ces relations avec de vrais entrepreneurs? Son visage est devenu rouge. J'apporte de la vision, une pensée stratégique et la capacité de me connecter avec des individus de grande valeur. De la pensée stratégique? Tu voulais dépenser $8000 dans un cours de crypto-monnaie trouvé sur YouTube. Au moins, je pense à la croissance, pas à encaisser des chèques de clients ennuyeux. Ces clients ennuyeux génèrent $280 000 par an, ce qui n'est rien comparé à ce que gagnent les entrepreneurs visionnaires. Elle a sorti son téléphone, comme Derek, que je rencontre ce soir. C'est un syndicateur immobilier qui monte un fonds de $50 millions. Un syndicateur immobilier, quelqu'un qui regroupe l'argent des investisseurs pour de grandes propriétés commerciales. De l'investissement sophistiqué, que tu ne comprendrais jamais. Et tu le rencontres où? À un rassemblement privé d'investisseurs en centre-ville, là où les grosses sommes sont discutées, à 9h du soir, un mardi. Les gens à succès n'opèrent pas selon des horaires standards. Jessica, quel est ton but dans tout ça? Elle a saisi son sac. Mon but, c'est d'arrêter de m'excuser de vouloir plus qu'une existence médiocre. Il existe des opportunités pour ceux qui n'ont pas peur de penser en grand. Et Derek et ses partenaires offrent ces opportunités? Derek et ses partenaires construisent un réseau de personnes à haut revenu net. Ils recherchent des gens intelligents et ambitieux pour leur groupe d'investissement. Quel genre de groupe d'investissement? Du genre qui exige de la vision, du capital et la capacité de voir au-delà des limites traditionnelles. Combien de capital? Le niveau d'entrée pour les investisseurs accrédités est de $25 000. $25 000 pour un gars qu'elle n'avait jamais rencontré. Et tu comptais les trouver où, ces $25 000? Dans nos économies, dans la valeur nette de la maison, en liquidant tes investissements conservateurs. Mes investissements conservateurs, qui ont augmenté de 34% l'année dernière. Jessica, ça ressemble à une arnaque. Bien sûr que tu dirais ça. Tu es tellement allergique au risque que tu ne reconnais pas une vraie opportunité quand tu en vois une. Une vraie opportunité ne demande pas un paiement initial à des inconnus. Ce ne sont pas des inconnus. Derek me mentorise sur des stratégies de construction de richesse depuis 2 semaines. Il te mentorise où? À la salle de sport, dans des cafés, partout où les gens à succès se retrouvent naturellement. Et qu'est-ce que Derek t'a appris d'autre? La psychologie de l'investissement, comment penser au-delà des sources de revenus traditionnelles, comment te positionner pour une croissance exponentielle. Elle parlait comme si elle avait avalé un séminaire de motivation. Et la réunion de ce soir? Derek va me présenter Marcus, son associé, qui vient de conclure un accord commercial de $12 millions. Ils veulent discuter de m'intégrer dans leur cercle restreint. Et toi, qu'apportes-tu à ce cercle? De l'intelligence, de l'ambition et des capacités de réseautage stratégique, comme me connecter avec des individus de grande valeur et identifier des opportunités rentables, comme le fonds d'arbitrage en crypto-monnaie que Marcus lance le mois prochain. Encore un drapeau rouge, l'arbitrage en crypto-monnaie, une stratégie de trading sophistiquée exploitant les différences de prix entre plateformes. Marcus a développé un algorithme générant des rendements de 15 à 20% par mois. 15 à 20% par mois? C'est clairement une arnaque, Jessica. C'est clairement une arnaque. Tu es tellement négatif, c'est pour ça que j'ai besoin d'espace pour évoluer, entouré de gens qui soutiennent ma vision. Ta vision, celle de donner notre argent à des inconnus pour des rendements imaginaires? Ma vision de construire une vraie richesse, au lieu de me contenter de la médiocrité de la classe moyenne. Médiocrité de la classe moyenne? Je possède une entreprise prospère, des maisons sur mesure et des biens d'investissement. Très bien Jessica, tu veux explorer des options avec Derek et Marcus? Oui. Alors explore-les. Elle avait l'air surprise. Quoi? Va à ta réunion, découvre ce qu'est une syndication immobilière et l'arbitrage en crypto-monnaie, vois quelles opportunités ils t'offrent. Vraiment? Vraiment.
Mais comprends que si tu franchis cette porte pour poursuivre des opportunités d'affaires avec d'autres hommes, tu fais un choix concernant notre mariage. Ce n'est pas à propos d'autres hommes, c'est à propos de business. Des réunions business à 9 heures du soir, avec des hommes qui veulent que tu apportes 25 000 $ en liquide? Tu fais l'exprès de ne pas comprendre. Je suis réaliste. Mais vas-y, explore tes options. Elle s'est dirigée vers la porte, vérifiant son maquillage. Enfin quelqu'un qui comprend que la croissance exige de prendre des risques. Jessica. Elle s'est retournée. Quand tu réaliseras que ces hommes mènent une arnaque, ne reviens pas à la maison en pensant que je vais réparer les dégâts. Elle a ri. Quand je ferai partie d'un fonds d'investissement à 1 million de $, tu réaliseras que tu as failli perdre la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. C'est à ce moment qu'elle a saisi son alliance. Tu veux savoir ce que je pense de ton mariage ennuyeux, sûr et étroit d'esprit? Mon estomac s'est noué. Je pense qu'il m'a empêché d'atteindre mon vrai potentiel. Elle m'a lancé cette bague en pleine poitrine avec assez de force pour faire mal. Le bruit qu'elle a fait en heurtant le parquet et en roulant sous la table basse sonnait comme un coup de feu. Je sors pour me rappeler ce que ça fait d'être entouré d'hommes à succès qui n'ont pas peur de penser en grand. Ne m'attends pas. Si tu franchis cette porte maintenant, on va avoir un vrai problème. Elle partait déjà. Tant mieux. Peut-être qu'il est temps qu'on en ait un. La porte a claqué assez fort pour faire vibrer les fenêtres. Je suis resté là, à regarder mon alliance sous la table basse, et j'ai compris quelque chose d'important. Elle pensait me donner une leçon sur la façon de l'apprécier. Elle n'avait aucune idée de l'énorme erreur qu'elle venait de commettre. J'ai ramassé cette bague et je me suis assis, pensif pendant 45 minutes, à réfléchir au profond et calculé manque de respect dont je venais d'être témoin. À 10h30 du soir, j'ai transféré chaque centime de notre compte joint vers mon compte professionnel, soit 52 000 $, puis j'ai bloqué les 3 cartes auxquelles elle avait accès. À 11h15, mon téléphone a sonné. Jessica, qu'est-ce que tu as fait à mes cartes? Mes cartes, pas nos cartes. J'ai sécurisé nos actifs communs. Tu as déclaré que notre mariage te freinait. J'entendais de la musique et des voix en arrière-plan. Tu ne peux pas juste me couper financièrement. Je protège nos avoirs contre quelqu'un qui a déclaré qu'elle explorait d'autres options avec d'autres hommes. Ce ne sont pas d'autres hommes, ce sont des partenaires d'affaires. À 11h15, un mardi soir? Quel genre d'affaires exactement? Le Penthouse de Derek est l'endroit où se rassemblent les individus à haute valeur nette. C'est alors que j'ai entendu une voix masculine demander si tout allait bien. Tout va bien, lui dit-elle, puis à moi, tu m'embarrasses devant des gens importants. Réactive les cartes. Qui a demandé si tout allait bien? C'est Derek, il est préoccupé par ma situation financière. Derek est préoccupé par ton accès à mon argent? Passe-moi Derek au téléphone. Quoi? Passe-moi Derek. Je veux entendre directement parler de ces opportunités. J'ai entendu une conversation étouffée, puis une voix suave. Salut, c'est Derek. Votre femme ne fait que réseauter avec des gens à succès. Quel est le nom de votre entreprise? J'aimerais vérifier vos antécédents. Je travaille avec divers groupes de capital investissement. Le marché de l'immobilier est très dynamique. Quel est votre numéro de licence d'entreprise? Silence. Écoutez, amis, peut-être qu'on devrait laisser Jessica profiter de l'événement de réseautage. Ma situation domestique? Oui, elle a mentionné se sentir limitée par une pensée conservatrice à la maison. Parfois, les femmes ambitieuses ont besoin d'espace pour explorer de plus grandes possibilités. Et vous leur offrez ces possibilités plus grandes? J'offre une exposition à des investisseurs accrédités qui comprennent la multiplication de la richesse, pour un droit d'entrée de 25 000 $. Les opportunités exclusives nécessitent des investissements qualifiés. C'est comme ça que fonctionne la finance sophistiquée. À quel point votre formation financière est-elle sophistiquée? Je suis dans la syndication immobilière depuis 8 ans. Avec quelle firme? Divers groupes privés. Écoutez, ce n'est pas vraiment approprié si elle essaie de construire son portefeuille d'investissement. J'ai entendu Jessica dire, raccroche, il est ridicule. Derek, aide-moi à comprendre une chose. Qu'est-ce que ma femme apporte exactement à ton réseau d'investisseurs accrédités? Elle apporte de la vision et de la pensée stratégique. Une pensée stratégique sur quoi? Identifier des opportunités de forte croissance et construire de la richesse via le capital relationnel. Derek, une dernière question. Quel est le code vestimentaire pour vos réunions de syndication immobilière?
Long silence. Quel code vestimentaire? Celui que ma femme a mentionné, s'habiller de manière soignée pour faire bonne impression dans un cadre professionnel. Jessica en arrière-plan, oh mon Dieu, raccroche. Écoute mec, je pense que tu suranalyses un événement de réseautage professionnel. J'essaie de comprendre quel type de syndication immobilière exige que ma femme soit attirante pour des hommes à succès lors d'une soirée dans un Penthouse. La ligne a été coupée. Jessica a rappelé furieuse. Tu viens de m'humilier devant des gens extrêmement importants. Je t'ai humilié en posant des questions de base sur son entreprise. Tu as rendu ça inapproprié. Ce ne l'est pas? Ce sont des opportunités d'investissement légitimes. Alors pourquoi Derek n'a-t-il pas pu expliquer sa société ou fournir des références? Parce que tu étais hostile. On n'interroge pas les entrepreneurs à succès comme des criminels. J'ai posé les questions que poserait tout investisseur sérieux. Tu ne comprends pas ce monde. Ces gens fonctionnent sur la confiance et les relations, pas sur la bureaucratie d'entreprise. Ils fonctionnent sur la confiance? Tu as rencontré ce type il y a 2 semaines. Je l'ai rencontré via le réseautage. Il me mentorise sur la psychologie de l'investissement. Il la mentorise à la salle de sport? Quel genre de mentorat? Formation à l'état d'esprit de richesse, construction de relations, positionnement pour des opportunités de haute valeur. C'est alors que j'ai encore entendu Derek. Allez Jess, tu manques la présentation de Marcus sur le fond de crypto-monnaie. Jess, pas Jessica. Jess. On dirait que Derek est impatient de continuer ton éducation. Ne sois pas grossier. Nous apprenons des stratégies d'investissement de pointe. Quelle stratégie? Marcus a expliqué comment l'arbitrage en crypto-monnaie génère 20% de rendement mensuel avec un risque minimal via des algorithmes de trading automatisés exploitant les inefficiences de prix. Et cela nécessite combien d'investissement initial? Le minimum pour le fonds de crypto-monnaie est de 50 000 $, mais Derek pense que je pourrais commencer avec 25 000 en syndication immobilière et monter en gamme. 50 000 $. Elle voulait donner à ses gars 50 000 $ pour des rendements mathématiquement impossibles. Jessica, écoute-toi. Tu veux donner notre argent à des inconnus pour des rendements d'investissement impossibles? Ils ne sont pas impossibles. Tu ne comprends tout simplement pas la finance sophistiquée. Je comprends que les investissements légitimes ne promettent pas 20% de rendement mensuel. Tu comprends la construction et la revente de maisons. Ça, c'est de la finance de niveau institutionnel. J'ai entendu plusieurs voix masculines l'encourager à revenir. On dirait que ton opportunité éducative continue. En effet, Marcus explique les détails techniques de l'algorithme d'arbitrage. À minuit, les gens à succès travaillent à des heures différentes. Jessica, si tu restes à cette soirée, ne rentre pas à la maison ce soir. Quoi? Tu m'as entendu. Si explorer ces opportunités avec Derek et Marcus est plus important que ton mariage, alors explore-les, mais ne t'attends pas à le faire tout en vivant dans ma maison. Tu ne peux pas me mettre à la porte, j'habite ici aussi. Tu as jeté ton alliance sur moi et déclaré que notre mariage te retenait. Les épouses vivent ici, pas les femmes célibataires qui explorent des options. Tu n'es pas sérieux. Choisis maintenant. Rentre à la maison et nous travaillerons sur notre mariage, ou reste et travaille sur tes opportunités d'investissement. J'entendais des chuchotements urgents, comme si quelqu'un la coachait. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as eu 3 heures. J'ai besoin d'une réponse maintenant. Encore des chuchotements. Très bien, je reste. Je ne me laisserai pas contrôler par ta jalousie et ton insécurité. Bonne chance avec tes investissements. J'ai raccroché et appelé un serrurier disponible 24 heures sur 24. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, mon téléphone vibrait sans arrêt, 22 appels manqués et 67 messages de Jessica. 2 heures du matin, ok, la présentation est terminée, je rentre. 2 heures du matin, pourquoi ma clé ne fonctionne pas? 2 heures du matin, tu ne réponds sérieusement pas à ton téléphone maintenant? 3 heures du matin, c'est ridicule, laisse-moi entrer. 3 heures du matin, très bien, j'attends dans la voiture, mais on en parlera demain matin. 4 heures du matin, je suis dans un dîner, rappelle-moi. 5 heures du matin, je suis désolé, ok, je suis désolé, on peut juste parler s'il te plaît? Trop peu, trop tard. À 1 heure du matin la nuit précédente, tout ce qui appartenait à Jessica avait été rangé dans des cartons dans mon garage. J'avais changé tous les mots de passe des comptes qu'elle utilisait, retiré son nom de l'assurance auto, de l'assurance santé, de l'abonnement à la salle de sport.
À 8 heures du matin, j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Elle est restée assise 10 minutes, probablement en train de répéter son discours. Elle avait l'air fatiguée, robe froissée, cheveux en bataille. Elle a frappé doucement, puis plus fort. Mike, je sais que tu es là, il faut qu'on parle. J'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'embrasure. On peut parler d'ici. D'ici? Laisse-moi entrer pour qu'on discute comme des adultes. Tu n'habites plus ici. Souviens-toi, tu as déclaré que notre mariage te freinait et tu as choisi les opportunités d'investissement avec Derek au lieu de notre relation. J'étais bouleversé, j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu ne peux pas me juger sur une seule mauvaise soirée après 4 ans. Une mauvaise soirée où tu m'as lancé ton alliance, où tu es allé à une fête avec des hommes inconnus, et où tu m'as dit que tu voulais investir notre argent dans leur combine? Elle a essayé de me pousser mais je n'ai pas bougé. C'est insensé, tu ne peux pas me verrouiller hors de ma propre maison pour un malentendu. Ma maison. Vérifie le titre de propriété, vérifie qui l'a construite, vérifie qui a payé pour tout pendant que tu construisais ta marque personnelle. Son visage est passé de confus à en colère. Donc c'est une question d'argent? Tu détruis notre mariage parce que tu penses tout posséder. Je ne détruis rien. Tu l'as fait en disant à Derek que je te retenais avec ma pensée conservatrice. Écoute, je sais comment ça a sonné. Et ça a sonné comment, Jessica? C'était pire que ce que c'était vraiment. Derek et Marcus expliquaient des stratégies d'investissement. À 2 heures du matin, dans une fête aux Pentouses? Les gens à succès ont des horaires non conventionnels. Montre-moi leur licence professionnelle. Montre-moi leurs antécédents. Montre-moi une preuve qu'ils sont de vrais investisseurs. Elle ne le pouvait pas, je n'ai rien à prouver. Tu es juste jaloux parce que d'autres hommes voient du potentiel en moi que toi tu ne vois pas. Quel potentiel? Que apportes-tu exactement, à part un accès à mon argent? Long silence. J'apporte de l'intelligence et de la vision. De l'intelligence? Tu voulais investir 50 000 $ avec des types promettant 20% de rendement mensuel. Tu ne comprends pas l'investissement sophistiqué. Ils menaient une arnaque, Jessica. Ils ciblent les femmes mariées avec de l'argent, les font se sentir spéciales, puis les convainquent d'investir dans des opportunités fictives. Mais je voyais le doute s'installer en elles. Où sont Derek et Marcus maintenant? Est-ce qu'ils t'aident à trouver un endroit où loger? Son silence suffisait pour répondre. Laisse-moi deviner. Une fois la présentation terminée et ton accès à mon argent bloqué, leur intérêt pour ta pensée stratégique s'est évaporé? Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Est-ce qu'ils répondent à tes appels ce matin? Autre pause. Je n'ai pas encore essayé de les appeler. Parce que tu sais qu'ils ne répondront pas. Elle s'est mise à pleurer, des larmes de colère. Très bien, peut-être qu'ils n'étaient pas légitimes, mais ça ne change pas le fait que tu es contrôlant et manipulateur. Manipulateur? Je t'ai donné un choix. Rentre à la maison et travaillons sur notre mariage, ou reste et poursuis tes opportunités. Tu as choisi les opportunités. J'ai fait le mauvais choix, je l'admets, mais un mariage est censé survivre aux erreurs. Certaines erreurs, oui. Mais ce n'était pas une erreur, c'était une décision calculée de donner la priorité à d'autres hommes plutôt qu'à ton mari. Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas annuler hier soir. Je veux que tu appelles Derek maintenant. Demande-lui ses opportunités d'investissement. Elle a sorti son téléphone à contre-cœur et a composé le numéro de Derek, en haut-parleur. Messagerie directe. Il dort peut-être, dit-elle faiblement. Et c'est Marcus. Même chose, messagerie. Elle a essayé 3 autres numéros. Tous messagerie. Sans accès à mes revenus, elle n'avait plus aucune valeur pour eux. Ils sont probablement juste occupés avec d'autres affaires, dit-elle sans conviction. Non. Ils ciblent probablement leur prochaine proie, la femme de quelqu'un d'autre, avec l'argent de quelqu'un d'autre. Elle était assise sur les marches de mon perron, tenant son téléphone, réalisant que ses opportunités professionnelles s'étaient évaporées dès que le financement avait disparu. Alors maintenant, quoi, demanda-t-elle doucement. Maintenant, tu trouves comment subvenir à tes besoins pendant que mon avocat s'occupe des détails du divorce. Divorce? Elle releva brusquement la tête. Je ne veux pas divorcer. Tu m'as lancé ton alliance et déclaré que notre mariage te retenait. J'étais émotive. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont bouleversés. Tu as aussi passé 5 heures à une fête avec d'autres hommes pour discuter d'opportunités d'investissement nécessitant mon argent.
Ce n'était pas de l'émotion, c'était prémédité. Même si je pouvais pardonner la nuit dernière, comment pourrais-je te faire confiance pour ne pas recommencer la prochaine fois que tu t'ennuies ou que tu ne te sens pas assez valorisé? Elle ne pouvait pas répondre. Voici ce qui va se passer, mon avocat va te contacter au sujet de la procédure de divorce. Tu peux contester si tu veux, mais tu devrais réfléchir sérieusement à ce que tu veux vraiment rendre public. Public? J'ai enregistré nos conversations téléphoniques la nuit dernière. J'ai des preuves de toi planifiant d'investir des biens matrimoniaux dans des combines dirigées par des hommes rencontrés à la salle de sport. Son visage est devenu livide. Tu m'as enregistré? J'ai documenté le fait que tu discutais d'investir notre argent avec des escrocs évidents. C'est quelque chose que toute personne raisonnable voudrait avoir sur dossier. Elle est restée là, réalisant qu'elle n'avait plus aucun levier. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant de déclarer que notre mariage te freinait. Et mes affaires? Elles sont dans des cartons dans le garage. Prends-les quand tu veux. Elle a regardé vers le garage, puis de nouveau vers moi. Et ma voiture? Vérifie la carte grise. Si ton nom y est inscrit, elle est à toi. La voiture était à mon nom. Je l'avais achetée pour son anniversaire il y a 2 ans. Tu ne peux pas prendre ma voiture. Je ne prends pas ta voiture. Je garde ma voiture que je t'ai laissée utiliser. La réalité la frappait. Pas de maison, pas d'argent, pas de voiture, pas d'emploi. Et les investisseurs sophistiqués ne répondaient plus à ses appels. Tu vas vraiment me laisser sans rien? Je te laisse exactement ce que tu as apporté à ce mariage. 3 semaines plus tard, mon avocat m'a appelé. Elle avait engagé un avocat, il demandait tout. La moitié de la maison, la moitié des actifs de l'entreprise, une pension alimentaire pendant 5 ans, le temps de reconstruire sa carrière. Laissez-les essayer. Ils construisent un récit selon lequel tu étais financièrement contrôlant et émotionnellement abusif. Tu l'aurais isolée des opportunités professionnelles et abandonnée lorsqu'elle a essayé de bâtir son indépendance financière. Avec des preuves de ses tentatives d'investir notre argent avec des escrocs? C'est là que ça devient intéressant. Ils affirment que Derek et Marcus étaient des contacts professionnels légitimes, et que tu étais tellement contrôlant que tu ne pouvais pas supporter qu'elle fasse du réseautage avec des gens à succès. Des contacts professionnels légitimes qui ont disparu dès qu'elle n'a plus eu accès à mon argent? Exactement ce que nous allons prouver. 2 jours plus tard, j'étais dans une salle de conférence, en face de Jessica et de son avocate. Jessica avait l'air différente. Tenue sobre, maquillage minimal, elle jouait le rôle de l'épouse blessée. Son avocate était incisive et agressive. Monsieur Johnson, ma cliente a été réduite à la misère par votre comportement financier punitif, suite à un léger désaccord conjugal. Léger désaccord conjugal? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez transféré unilatéralement tous les biens matrimoniaux vers des comptes auxquels votre épouse n'avait pas accès? Parce que mon épouse a déclaré que notre mariage la retenait et qu'elle est partie pour poursuivre des opportunités professionnelles avec d'autres hommes. Elle a assisté à un événement de réseautage, cela ne justifie en rien un abandon financier. Elle a assisté à une fête avec des hommes qui tentaient de l'escroquer pour investir notre argent dans des arnaques frauduleuses. Vous n'avez aucune preuve que ces opportunités étaient frauduleuses. Mon avocat a fait glisser un dossier sur la table, contenant les profils de Derek sur les réseaux sociaux, le montrant dans différentes fêtes avec différentes femmes chaque semaine, le profil LinkedIn de Marcus sans aucune expérience professionnelle réelle, les relevés bancaires montrant qu'aucun des 2 hommes n'avait payé d'impôt d'entreprise ni enregistré de société légitime. Plus important encore, nous avons des enregistrements de Madame Johnson discutant de ses opportunités d'investissement. Il a diffusé l'enregistrement de Jessica parlant du fonds de syndication immobilière à $25 000 de Derek et du fonds de crypto-monnaie à $50 000 de Marcus, promettant 20% de rendement mensuel. La confiance de l'avocate de Jessica a vacillé en entendant sa cliente parler de donner d'énormes sommes à des hommes qu'elle venait de rencontrer pour des rendements impossibles. De plus, nous avons les propres déclarations de Madame Johnson déclarant que le mariage était terminé. Il a diffusé un enregistrement de Jessica disant que notre mariage la retenait et qu'elle était prête à explorer d'autres options. Ma cliente était émotive et ne pensait pas clairement, dit faiblement l'avocate. Votre cliente prenait des décisions financières alors qu'elle était émotive. Mon client a protégé les biens matrimoniaux contre une personne qui s'était elle-même déclarée non éligible à ceux-ci. Mon avocat a sorti un autre document. Ceci est un rapport de police. Derek Morrison et Marcus Williams ont été arrêtés la semaine dernière pour fraude à l'investissement. Ils menaient des escroqueries mêlant romance et investissement, ciblant des femmes mariées.
Le visage de Jessica est devenu livide. Ils ont escroqué 19 femmes pour un total de 420 000 $ sur 18 mois. Madame Johnson aurait été la 20e victime. Si son mari n'était pas intervenu, dit son avocate en regardant Jessica, qui fixait la table. Tu ne m'avais pas dit qu'ils avaient été arrêtés. Je ne savais pas, murmura Jessica. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais essayé de les recontacter après cette nuit, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont arrêté de répondre à tes appels dès que tu n'as plus eu accès à l'argent de ton mari. La médiation a duré 4 heures. Son avocate a tenté différents angles, mais mon avocat avait des preuves pour tout, le schéma d'irresponsabilité financière de Jessica, son abandon du mariage, sa tentative de fraude qui n'avait été empêchée que grâce à mon intervention. Finalement, l'avocate s'est tournée vers Jessica. Veux-tu vraiment contester cela au tribunal? Jessica m'a regardé, évaluant ses chances de convaincre un juge qu'elle méritait la moitié de tout, après avoir essayé d'investir notre argent avec des escrocs condamnés. Que se passerait-il au tribunal? Demanda-t-elle calmement. Mon avocat répondit, nous présenterions toutes les preuves discutées aujourd'hui, ainsi que des documents supplémentaires sur tes comportements, les enregistrements, les publications sur les réseaux sociaux, les rapports de police concernant Derek et Marcus. Ce serait public, ajoutai-je. Tout le monde pourrait consulter le dossier et voir exactement ce qui s'est passé. Jessica imagina sa famille et ses amis découvrant son implication avec des escrocs et son abandon de notre mariage. Qu'est-ce qu'il propose? Demanda-t-elle à voix basse. Mon avocat fit glisser un document. Tes affaires personnelles et 90 jours pour te déconnecter des comptes conjoints. C'est tout? C'est plus que ce à quoi tu as droit légalement, étant donné que tu as abandonné le mariage. Après 20 minutes de consultation privée, ils revinrent. Ma cliente va signer, déclara son avocate. Jessica signa sans me regarder. En sortant, elle me rattrapa dans le couloir. J'espère que tu es satisfait, dit-elle amèrement. Je suis en paix avec ça. Tu as détruit ma vie pour une seule erreur. Tu as détruit ta propre vie. Moi, je n'ai fait que la documenter. Je t'aimais. Non, tu aimais ce que je pouvais t'offrir. Et dès que tu as cru trouver quelqu'un qui pouvait t'offrir plus, tu m'as jeté. Elle n'avait pas de réponse. Bonne chance pour reconstruire ta vie, dis-je en m'éloignant. 2 semaines plus tard, le divorce fut finalisé. Jessica obtint exactement ce qu'elle avait apporté, rien. 6 mois plus tard, je vivais ma meilleure vie. La maison était entièrement payée. J'avais élargi mon entreprise, embauché 4 employés supplémentaires, planifié des projets sur 8 mois à l'avance. J'avais commencé à sortir avec Rachel, une infirmière ayant sa propre carrière, son argent et son respect de soi. Puis mon avocat m'appela avec une mise à jour inattendue. Tu te souviens de Derek et Marcus? Ils ont été jugés le mois dernier, tous deux condamnés à des peines de 4 à 6 ans. Mais les victimes ont porté plainte au civil pour récupérer leur argent. Tant mieux pour elles. C'est là que les choses se compliquent pour ton ex-femme. Le ministère public a utilisé ces conversations enregistrées comme preuve. Comment ça? Ces discussions sur les investissements de 25 000 et 50 000 $ ont aidé à établir le schéma de fraude. L'accusation l'a présentée comme une victime potentielle, sauvée par l'intervention de son mari. D'accord. Maintenant, les véritables victimes veulent savoir pourquoi elle n'a rien perdu, alors qu'elle, si. Elles ont découvert que la raison, c'était parce que son mari avait coupé l'accès aux fonds, spécifiquement pour l'empêcher d'investir avec Derek et Marcus. Je commençais à voir où cela menait. Donc, elles prétendent qu'elle avait connaissance de l'arnaque de l'intérieur ou qu'elle travaillait avec Derek et Marcus pour identifier d'autres victimes potentielles. C'est ridicule. Est-ce que ça l'est? Mets-toi à leur place. Voici une femme assez proche de ces escrocs pour discuter d'investissements de 50 000 $, mais qui, étrangement, n'a rien perdu, alors que les autres ont perdu leurs économies. 2 jours plus tard, Jessica m'a appelé pour la première fois depuis le divorce. Mike, j'ai besoin de ton aide. Avec quoi? Ces femmes, celles qui se sont fait arnaquer, elles disent que j'étais impliqué. Elles veulent me poursuivre pour complot et fraude. Basé sur quelles preuves? Sur le fait que j'allais investir d'énormes sommes, mais que je ne l'ai jamais fait. Elles pensent donc que je savais que c'était une arnaque. Tu n'as rien investi parce que j'ai coupé ton accès à notre argent. Je sais, et toi aussi tu le sais, mais elles n'y croient pas. Elles pensent que je travaillais avec Derek pour cibler des femmes riches. Elle avait raison, de l'extérieur, ça semblait suspect.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin que tu fasses une déclaration. J'ai besoin que tu leur dises que c'est toi qui m'as empêché d'investir, que je ne faisais pas partie de l'arnaque. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est la vérité, et parce que je pourrais aller en prison si elle convainc un jury que j'étais complice. Tu n'iras pas en prison. Au pire, tu paieras des dommages civils. Je n'ai pas d'argent pour ça. Je travaille dans un centre d'appel pour 16 $ de l'heure. Et ton esprit entrepreneurial? Tes capacités de pensée stratégique? Ne sois pas cruel, je suis sérieuse. Ces femmes ont perdu des centaines de milliers, elles veulent quelqu'un à blâmer. J'y ai réfléchi. Jessica avait attiré cela sur elle-même par avidité et naïveté. Mais elle n'avait effectivement pas participé à l'escroquerie. Elle n'était qu'une cible, comme les autres femmes. Je vais y réfléchir. Réfléchis bien, Mike. Ils veulent m'interroger la semaine prochaine. Ils parlent d'accusations de complot criminel. Alors tu ferais mieux d'être convaincante. J'ai raccroché et appelé mon avocat. Jessica a des ennuis avec les victimes de l'arnaque. J'ai entendu dire qu'il pense qu'elle faisait partie de l'opération. C'était le cas? Non. Elle était juste une cible cupide qui a eu de la chance parce que son mari était plus intelligent qu'elle. Alors, tu devrais l'aider. Mike, quel est ton objectif ici? Tu veux que Jessica aille en prison. Tu veux qu'elle passe la prochaine décennie à payer des dommages civils. Ou tu veux simplement qu'elle vive les conséquences naturelles de ses choix. Je veux qu'elle comprenne que chaque action a ses conséquences. Mais je ne veux pas qu'elle soit punie pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Alors tu dois faire une déclaration. Le lendemain, Jessica m'a rappelé, la voix désespérée. Tu as pris une décision. Je ferai une déclaration, mais je veux quelque chose en retour. Quoi? Je veux que tu admettes que tout ce qui s'est passé est de ta faute. Plus d'accusations contre moi pour être contrôlant. Plus de prétentions que tu étais une victime. Tu assumes entièrement la responsabilité de tes choix. Long silence. D'accord. Je veux que tu admettes que Derek et Marcus étaient clairement des escrocs, et que tu as ignoré tous les signaux d'alerte parce que tu étais avide et que tu voulais de l'argent facile. Ok. Et je veux que tu admettes que je t'ai sauvé de perdre 50 000 $ en coupant ton accès à notre argent. Oui. Dis-le. Dis-le à haute voix. Je veux t'entendre l'admettre. Elle est restée silencieuse un long moment. Tu avais raison à propos de Derek et Marcus. C'étaient des escrocs. Et j'étais trop avide pour voir les signes évidents. Si tu ne m'avais pas coupé l'accès à notre argent, j'aurais tout perdu. Tu m'as sauvé de ma propre stupidité et de ma cupidité. Et, tout ce qui est arrivé à notre mariage, c'est de ma faute. J'étais prétentieuse et ingrate. Et j'ai jeté un homme bien parce que je pensais mériter plus que ce que j'étais prête à mériter vraiment. Tu le penses vraiment? Oui. Je le pense. Ça fait 8 mois que je pense à ce que j'ai perdu. Et je sais que j'ai fait une énorme erreur. Je pouvais l'entendre pleurer. Mike, j'ai tout perdu. La maison, la sécurité, le mariage. J'ai 27 ans, je gagne 16 $ de l'heure, je vis dans un studio, je mange des nouilles instantanées et je prends le bus pour aller travailler. Je sais ce que j'ai fait de mal. Et si ces femmes ne t'avaient pas menacé de te poursuivre, est-ce que tu aurais quand même admis tes torts? Probablement pas. Je te blâmais encore pour la plupart des choses jusqu'à ce que je réalise que je pourrais faire face à des accusations criminelles pour avoir été avide et stupide. Au moins, elle était honnête. D'accord. Je vais faire la déclaration. Mais Jessica? Oui. C'est la dernière fois que je t'aide pour quoi que ce soit. Après ça, c'est fini pour toujours. Je comprends. Et Mike? Quoi? Merci. Je ne mérite pas ton aide, mais merci. J'ai fait la déclaration aux avocats des victimes le lendemain. J'ai expliqué exactement ce qui s'était passé, comment Jessica avait été ciblée par des escrocs en investissement, comment elle avait prévu d'investir notre argent dans leur combine, et comment je l'avais empêché de le faire en sécurisant nos comptes. Les avocats étaient déçus. Ils espéraient récupérer de l'argent auprès de Jessica. Mais on ne peut pas tirer de l'eau d'une pierre. Une semaine plus tard, mon avocat m'a appelé avec une mise à jour. Les victimes ont abandonné leur plainte contre Jessica. Bien. Mais voici la partie intéressante. Une des victimes, une femme nommée Patricia, avait perdu 95 000 $ à cause de Derek.
Elle m'a demandé de te transmettre un message. Quel message? Elle a dit de te dire que tu avais de la chance d'avoir épousé quelqu'un d'évident plutôt que quelqu'un de subtil. Subtil? Les femmes subtiles sont meilleures pour cacher leur trahison. Ce que ça signifie, c'est que le mari de Patricia lui faisait confiance pour prendre les décisions financières parce qu'elle était une agente immobilière à succès. Elle a investi leur épargne retraite avec Derek parce qu'elle avait une liaison avec lui et pensait qu'il allait quitter sa petite amie pour elle. Donc, Jessica n'était pas la seule femme mariée que Derek ciblait. Derek menait plusieurs types d'arnaques. Arnaque financière pour certaines femmes, arnaque sentimentale pour d'autres, manipulation basée sur une liaison pour les plus intelligentes. Jessica est tombée dans la catégorie « investissement » parce qu'elle était trop transparente dans son désir d'argent. Donc, d'une certaine manière étrange, le fait que Jessica ait été ouvertement cupide a sauvé notre mariage d'une trahison bien pire. Exactement. Si elle avait été plus subtile dans son mécontentement, Derek aurait peut-être réussi à la séduire au lieu de simplement l'escroquer. D'une manière tordue, la personnalité prétentieuse de Jessica nous avait en fait protégés d'une trahison plus grave. Au cours des 6 mois suivants, Jessica m'a appelé 23 fois pour demander divers services. De l'aide pour payer le loyer quand elle a été licenciée du centre d'appel, des réparations pour sa voiture, des frais médicaux quand elle est tombée malade et s'est rendu compte que son emploi à temps partiel ne comprenait pas d'assurance santé. J'ai refusé à chaque fois. Pas parce que je voulais la voir souffrir, mais parce que l'aider aurait entretenu le même état d'esprit de privilège qui avait détruit notre mariage. La dernière fois qu'elle m'a appelé, c'était différent. Mike, je ne demande pas d'argent. Qu'est-ce que tu demandes alors? Des conseils. J'ai rencontré quelqu'un. Et je ne veux pas gâcher cette relation comme j'ai gâché la nôtre. Quel genre de conseils? Comment faire pour ne pas être prétentieuse? Comment faire pour apprécier ce que j'ai au lieu de toujours vouloir plus? Je ne m'y attendais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu étais un bon mari. Et que moi, j'étais une épouse terrible. Et maintenant, je suis avec quelqu'un de bien, dit-elle, et je sens que je recommence à vouloir des choses qu'il ne peut pas se permettre. Comme quoi? Comme un appartement plus sympa, comme sortir manger plus souvent, comme avoir de l'argent pour des choses qui ne sont pas des nécessités. Qu'est-ce qu'il fait? Il est enseignant, il gagne environ 42 000 $ par an. Et toi, tu gagnes 19 $ de l'heure maintenant? J'ai été promu superviseur dans une société de facturation médicale. Donc ensemble, ils gagnaient environ 80 000 $. Un revenu décent, mais pas le style de vie auquel Jessica s'était habituée avec moi. Jessica, je ne peux pas t'apprendre à être reconnaissante. C'est quelque chose que tu dois découvrir par toi-même. Mais tu dois bien avoir un conseil, une manière de ne pas ressentir que je me contente de moi. Tu veux mon avis honnête? Oui. Rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois que tu as pensé que tu te contentais de trop peu. Rappelle-toi ce que tu as perdu quand tu as décidé que tu méritais mieux que ce que tu avais. Elle resta silencieuse. C'est comme ça que tu le vois? Comme quelque chose que j'ai perdu? Je le vois comme quelque chose que tu as jeté, parce que tu pensais pouvoir avoir mieux. Et as-tu eu mieux? Je pensais à Rachel, qui insistait pour partager l'addition à chaque dîner et apportait son propre argent dans notre relation, qui avait sa propre carrière et ses propres objectifs, et qui n'avait pas besoin de moi pour financer son mode de vie, qui avait construit notre vie avec moi au lieu d'exiger que je la lui fournisse. Oui, j'ai eu bien mieux. Bien, dit-elle, et sa voix semblait sincère. J'espère que tu es heureux. Je le suis. Et Jessica, oui. J'espère que tu apprendras à être heureuse avec ce que tu as, parce que courir après ce que tu penses mériter, c'est ce qui t'a causé tous ces ennuis au départ. J'apprends, c'est plus difficile que je ne le pensais. Les choses qui en valent la peine le sont souvent. Ce fut notre dernière conversation. 1 an plus tard, j'ai appris par des amis communs que Jessica s'était fiancée avec l'enseignant. Apparemment, elle avait appris à cuisiner, commencé à faire attention à son budget, et même pris des heures de tutorat le week-end pour aider à économiser pour leur mariage. Tant mieux pour elle. Peut-être qu'avoir presque tout perdu lui avait enfin appris la valeur d'apprécier ce qu'elle avait. Quant à moi, j'ai épousé Rachel 18 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie chez nous, dans la même maison que Jessica avait autrefois qualifiée de trop petite et trop éloignée de la civilisation. Nous avons acheté ensemble une résidence secondaire au Colorado, payée avec nos 2 revenus. Nous partageons tout équitablement, parce que nous contribuons tous les 2 à parts égales.